I am your voice. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالدم تكون لعنة عليكم. نفديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، وهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez l'Histoire en marche, un programme réalisé par Jalil Akhdar, coordonné par Sami Hahel et Barim Abdou pour vous accompagner au micro. Alors que le retrait de la dite armée d'occupation du sud du Liban aurait dû être total, ce 18 février, l'entité maintient sa présence dans 5 points stratégiques le long de la frontière et refuse de se conformer intégralement à l'accord de cessez-le-feu. Cette situation a provoqué une vive réaction de la classe politique libanaise avec un appel unanime à l'application de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Devant cet état de fait, l'ONU a averti mardi que tout retard dans le retrait de l'occupation violait la résolution 1701 du Conseil de sécurité qui avait mis fin en 2006 à la guerre et sur laquelle repose l'accord de cessez-le-feu actuel. Le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem, a indiqué ce dimanche 16 février qu'il incombait au gouvernement libanais de pousser Israël, a-t-il dit, à retirer ses troupes du sud du Liban. اليوم نحن قدام استحقاق، هذا الاستحقاق بوجه الحكومة اللبنانية. 18 شباط يجب أن تنسحب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية التي احتلتها أثناء عدوانها، وأن لا تقبل هذه الدولة مع الكيان الإسرائيلي ولا مع أمريكا أن تعطي فرصة لا لنقاط ولا لقطعة أرض ولا لنقطة واحدة. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré à El-Quds que les États-Unis et Israël, a-t-il dit, attendaient de l'État libanais d'affronter et de désarmer le Hezbollah. Avec nous à partir de Beyrouth, M. Hossein Haj Hassan, député, membre du bureau politique du Hezbollah. Vous avez été ministre libanais également. Monsieur Hossein Haj Hassan, le retrait de l'entité n'est pas conforme à ce qui a été décidé préalablement. Comment réagissez-vous à cela? L'armée d'occupation israélienne a quitté beaucoup de villages et beaucoup de places, mais il reste dans 5 points au moins, et même plus, 5 régions. C'est une occupation. L'armée israélienne occupe toujours des territoires libanais et menace les Libanais. Elle tue. Elle a tué depuis quelques jours un responsable à Hamas à Saïda. Oui, absolument. Elle a tué des Libanais. Elle a tiré le feu sur l'armée libanaise. Et donc, il y a toujours des menaces israéliennes. Il y a toujours des agressions israéliennes. Il y a toujours l'occupation de l'armée israélienne sur le territoire libanais. Et malheureusement, la commission des 5, qui est responsable de l'observation sur le cessez-le-feu, n'a rien fait réellement sur le terrain parce que le président américain de cette commission est complètement israélien. Il n'est pas simplement pro-israélien, il est complètement israélien. C'est la politique américaine qui est une politique qui soutient Israël complètement et qui est en faveur d'Israël, contre le Liban et contre les intérêts libanais et contre le peuple libanais. Donc, il y a maintenant une responsabilité sur la communauté internationale. Il y a une responsabilité sur la commission des 5. Il y a une responsabilité sur les États-Unis et sur la France et sur l'ONU de faire tout ce qui est nécessaire pour obliger l'armée israélienne à quitter les 5 régions et même plus. Donc, c'est une responsabilité internationale
et certainement une responsabilité de l'État libanais et du gouvernement libanais et des responsables libanais. Vous avez indiqué, Monsieur Hossein Hassan, que le représentant des États-Unis est fortement, on va dire, allié de l'entité d'occupation et que ces tendances sont claires pour vous, le disiez-vous à l'instant. Dans ces conditions, qu'est-ce qui oblige l'État libanais à poursuivre ces négociations avec cet intermédiaire particulièrement? Actuellement, en tant que Hezbollah et que la résistance, nous voulons que l'État libanais assume ses responsabilités. Les responsables libanais ont trouvé que la voie diplomatique et les pressions diplomatiques et politiques sont les meilleures façons d'obliger l'occupant israélien à quitter le Liban. Nous allons donner aux efforts politiques et diplomatiques le temps nécessaire pour arriver à obliger l'occupant israélien de quitter les territoires libanais. Le président Joseph Aoun, lors d'une réunion tripartite avec le président du Parlement Nabih Berri et le premier ministre Nawaf Salam, a réaffirmé la nécessité d'une approche diplomatique ferme pour obtenir le soutien international. Vous le disiez à l'instant, Monsieur Hossein Hassan, cas échéant, comment allez-vous réagir si la voie diplomatique ne porte pas ses fruits? Le droit pour tous les Libanais, y compris l'État, le gouvernement, les responsables, le droit à tous les Libanais de faire tout ce qui est possible pour libérer leur territoire est un droit international, est un droit qui est reconnu dans toutes les lois et toutes les relations politiques, tous les accords politiques. Actuellement, notre politique, c'est de donner l'État tout le temps nécessaire et les moyens nécessaires pour arriver à un retrait israélien de notre territoire occupé, et c'est la tâche de l'État qu'il doit assumer. Monsieur Hossein Hassan, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes député, membre du bureau politique du Hezbollah. Vous avez été ministre également libanais. Monsieur Hossein Hassan, je le disais en début de cet entretien, alors que le retrait de la dite armée de l'occupation du sud du Liban aurait dû être total le 18 février dernier, l'entité maintient sa présence dans 5 points stratégiques le long de la frontière et refuse de se conformer intégralement à l'accord de cessez-le-feu. Que représente Monsieur Hossein Hassan ces 5 points? Ces 5 points, ce sont des territoires libanais. Quel que soit le discours de l'ennemi israélien, quels que soient les arguments qu'il présente, ces territoires sont libanais et il n'a pas le droit de se trouver en tant qu'armée israélienne ou israélien, de se trouver dans ces territoires. La souveraineté libanaise sur ces territoires est complète. Oui. Et les territoires libanais sont des territoires que l'État libanais doit défendre. Quels que soient les arguments israéliens, il n'a pas le droit de se retrouver dans ces territoires formellement. La souveraineté est une entité qui ne se divise pas. Absolument. L'ONU a averti mardi que tout retard dans le retrait de l'occupation violait la résolution 1701 du Conseil de sécurité qui avait mis fin en 2006 à la guerre et sur laquelle repose l'accord de cessez-le-feu actuel. Comment réagissez-vous à ce propos? Est-ce qu'il ne vous semble pas qu'il y a beaucoup de discours, mais que sur le terrain, les choses avancent dans un autre sens et autrement? Certainement, avec le support américain, avec l'arrogance israélienne et américaine, les choses sur le terrain ne sont pas optimistes ou bien si bonnes. Avec le retrait qui n'est pas complet, avec l'occupation israélienne, les choses doivent être poursuivies pour arriver à ce but qui est la libération complète de tous les territoires libanais. Monsieur Hossein Hassan, le secrétaire d'État américain, puisque nous parlions à l'instant des États-Unis, son secrétaire d'État, Marco Rubio, a déclaré à Al-Quds que les États-Unis et Israël, a-t-il dit, attendaient de l'État libanais d'affronter et de désarmer le Hezbollah. Comment agissez-vous en ce sens? Le Hezbollah n'est pas un simple parti, c'est tout à fait une population, un peuple. Le droit de Hezbollah à défendre notre pays est un droit international. Ce que disent les responsables américains et ce que disent les responsables israéliens, en tout cas les Israéliens sont des ennemis, et les Américains, ils interviennent dans des questions intérieures libanaises où ils n'ont pas le droit d'intervenir. C'est une question intérieure libanaise qui est une responsabilité des Libanais
y compris le Hezbollah. Donc, ils n'ont pas le droit d'intervenir dans cette question. Et nous disons tout clairement, nous avons le droit à résister. Le peuple libanais a le droit. Les Américains sont alliés aux Israéliens et ils font tout ce qui est nécessaire aux intérêts israéliens. Marco Rubio s'est adressé à l'État libanais. Il a demandé ceci à l'État libanais. Est-ce qu'il vous semble qu'il y a une volonté, pardonnez-moi, je vais juste finir ma question. Les ont répondu tout clairement. Oui, alors je vais juste, pardonnez-moi, je vais juste finir ma question. Est-ce qu'il vous semble qu'il y a une volonté de scinder la classe politique libanaise? Le président libanais a répondu clairement à cette question. Il a dit que c'est une question libanaise qui va être discutant la stratégie de défense libanaise. Donc la question, c'est une question libanaise selon notre président qui a dit ça tout clairement devant les ambassadeurs arabes et il était clair dans cette question. Au Liban, la presse libanaise évoque, M. Hossein Hassan, une éventuelle réorientation stratégique du Hezbollah, notamment en matière de politique intérieure. Est-ce que vous partagez cette analyse faite par les médias libanais en l'occurrence? Le Hezbollah, depuis longtemps, depuis 1990, il est impliqué, il fait partie du Parlement, du gouvernement. Donc nous sommes un parti qui fait partie intégrante de tout ce qui est intérieur libanais, la vie politique, la vie économique, la vie sociale. C'est clair, ça. Le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem, a indiqué ce dimanche 16 février qu'il incombait au gouvernement libanais de pousser Israël, a-t-il dit, à retirer ses troupes du sud du Liban. Comment lire ce propos, monsieur Hossein Hassan? Nous donnons le gouvernement libanais et l'État libanais le temps nécessaire pour qu'il arrive à un retirement complet de l'armée israélienne des territoires libanais. Nous faisons partie du gouvernement et du Parlement, donc de l'État. Nous avons participé à l'élection du président. Oui. Donc c'est clair que nous faisons partie de l'État et l'État est responsable de faire la tâche pour arriver au retrait israélien de notre territoire. Je complète ma question. Le Liban vit peut-être une crise institutionnelle avec la non-formation encore d'un gouvernement aujourd'hui qui ferait l'unanimité. Est-ce que cela constituerait un frein, Monsieur Hossein Hassan? Le mardi prochain, il y a une session du Parlement, il y a une discussion du gouvernement et je crois que le gouvernement va avoir le mandat nécessaire, le nombre de députés qui ont voté pour ce gouvernement pour que le gouvernement soit complètement constitutionnel et qu'il commence sa tâche. Qu'attendez-vous du gouvernement qui sera mis en place? Vous nous dites mardi prochain. Qu'attendez-vous de cet exécutif? Mardi et mercredi. Mardi et mercredi. Qu'attendez-vous, Monsieur Hossein Hassan, de cet exécutif? Beaucoup de choses. La libération du territoire, la reconstruction, les réformes, l'économie, les élections municipales et parlementaires. Il y a beaucoup de tâches. Des élections municipales et parlementaires, ce serait une phase importante dans la vie politique libanaise, n'est-ce pas? Certainement. Certainement. Dans tous les pays, c'est... Mais je dis libanaise car les élections au Liban sont tantôt freinées par des divergences politiques, ce qui conduit à des retards constants. C'est vrai, ça dépend, mais en tout cas, nous sommes dans une période où nous avons besoin d'un relancement de l'économie, d'un relancement de la vie politique, et je crois que ce gouvernement a beaucoup de tâches à faire. Beaucoup de capitales étrangères interviennent dans la politique intérieure libanaise. Est-ce que vous considérez cela comme de l'ingérence, Monsieur Hossein Hassan? Chaque fois qu'il y a un capital qui veut venir au Liban, ou bien un don, ou bien un prêt, chaque fois qu'il y a ça, moi, notre position politique en tant que Hezbollah, nous acceptons les dons, les prêts, les investissements, à condition qu'il n'y a pas de conditions politiques. C'est conditionné, disons-le ainsi, Monsieur Hossein Hassan. En tout cas, si les conditions politiques représentent des interférences dans la vie politique libanaise, ce que tous les pays et tous les peuples ne doivent pas accepter, non? Absolument, absolument. Ouais. Des manifestants ont bloqué la voie menant à l'aéroport et d'autres routes de la capitale pour protester contre la décision des autorités libanaises de révoquer l'autorisation donnée à un avion de ligne iranien de voler vers Beyrouth. Comment avez-vous réagi à cela, Monsieur Hossein Hassan? Les gens qui ont riposté ont le droit de le faire, mais parfois il y a des infiltrants qui font des choses qui ne sont pas acceptables, comme quelques manifestants
qui ont touché à l'UNIFIL, ce qui n'est pas acceptable, ce qui est condamné, ou ceux qui ont détruit des biens publics ou bien des biens personnels, ce qui n'est pas acceptable complètement. Plus profondément, comment réagissez-vous à la décision de révoquer l'autorisation donnée à un avion de ligne iranien de voler vers Beyrouth? Je crois que le gouvernement libanais doit trouver une solution à cette question qui est très sensible. La question de l'avion iranien est une question sensible que l'État libanais doit trouver une solution qui respecte la souveraineté libanaise et les intérêts d'une partie des Libanais qui vivent en Iran, qui étudient en Iran, qui font du commerce avec l'Iran. L'État libanais doit trouver une solution à cette question, une solution définitive. Ce n'est pas une décision qui a été prise après une injonction, non? Quelles que soient les conditions qui ont abouti à cette décision qui n'est pas acceptable, l'État libanais doit trouver une solution. Monsieur Hossein Hash Hassan, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Hossein Hash Hassan est député, membre du bureau politique du Hezbollah. Il a également été ministre libanais et il était avec nous à partir de Beyrouth. L'entité d'occupation mène une guerre innommable contre les populations civiles, foulant aux pieds ce qui reste du droit humanitaire et des lois internationales édictées par la Convention de Genève. Les prisons sont de véritables camps de torture pour les détenus. Celles-ci servent d'outils pour dissuader les Palestiniens afin que ces derniers cessent de mener une quelconque résistance. En Palestine occupée, le nombre de détenus palestiniens tués en détention s'élève à plusieurs dizaines. Les détenus mineurs en Cisjordanie a atteint, ou le nombre des détenus mineurs en Cisjordanie a atteint au moins 740. Avec nous en ligne, Madame Soha Béchara, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes militante libanaise, auteure de l'ouvrage Résistante. Madame Soha Béchara, vous avez pris les armes à 20 ans au Liban. En 1988, vous tentiez d'éliminer le chef de l'armée supplétive, le général Antoine Lahad, une milice qui travaille pour le compte de l'occupation israélienne. Vous avez tenté cette opération, mais vous n'avez pas réussi. Vous avez été arrêté. Pourriez-vous, Madame Soha Béchara, nous recontextualiser les faits? C'était le 7 novembre en 1988. J'ai pu entrer suite à des liens que j'ai pu tisser avec la femme de l'armée supplétive israélienne et j'ai pu entrer chez eux. Et à un moment donné, en discutant avec sa femme, j'ai sorti un revolver, comme c'était planifié, et j'ai tiré 2 balles. Les 2 balles, il y a une balle qui a touché le cœur et l'autre balle vers l'épaule. 2 balles, une balle c'était un message adressé à tous les Libanais d'économiser toutes leurs énergies et leurs armes contre l'occupation israélienne. Que leur bataille à l'intérieur du Liban soit des batailles politiques. Et la 2e balle, c'était un message, un salut à tous les enfants de la Palestine, aux enfants de l'Intifada. J'étais arrêtée sous le champ, torturée, transférée en Israël, puis retransférée dans le camp de Riam, où je suis restée pendant 10 ans, bien sûr sans condamnation, sans aucun contact avec le monde extérieur. Ils ont arrêté en même temps à peu près 60 personnes, y compris ma mère, mon oncle, des cousins, des cousines, mais aussi des gens que je leur ai dit à un moment donné ou à un autre, bonjour, au revoir. C'était une épreuve. J'aurais pu être exécutée. Le hasard a fait que ça n'a pas été fait, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont été exterminés sous la torture et dans les prisons d'une manière sommaire. Je précise que l'opération que vous avez menée
était contre le général de l'armée supplétif, celui qui dirigeait l'armée supplétif, Antoine Lahad. Madame Soha Béchara, votre parcours fait de vous une figure emblématique de la résistance anti-israélienne. Vous passez 10 ans en prison, de 1988 à 1998. 10 ans dans un centre de détention et de torture de Khiam. L'armée sioniste, elle est là pour faire taire toute voix qui se lève contre cette occupation israélienne. C'est une armée supplétive qui était enroulée, entraînée, payée par cette occupation israélienne. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que cette résistance, elle était menée pour libérer le pays, et en face, il y avait une occupation qui mène une politique coloniale, une politique d'occupation, une politique qui vraiment essaye de faire taire toute personne qui se lève et qui essaye de s'opposer à cette politique perpétrée par l'occupation israélienne. Le camp de Khiam, c'était pas une prison. Les parents savaient qui était arrêté, qui n'était pas arrêté, ou qui avait des condamnations, où on avait le droit à un avocat, comme c'est le cas dans les pays, disons, civilisés, qui respectent en tout cas la 4e Convention de Genève. Le camp de Khiam, c'était un non-lieu. C'était un lieu où les parents ne savaient pas si leurs enfants étaient vivants ou n'étaient pas vivants, s'ils étaient arrêtés ou ils n'étaient pas arrêtés. C'était un non-lieu que cette occupation israélienne l'a perpétrée. On voit maintenant ce qui se passe en Palestine avec les prisons où on arrête les Palestiniens et on ne sait pas combien de temps, pourquoi. On peut les appeler des lieux d'arrestation administrative, mais ça n'empêche qu'il n'y a aucune organisation internationale qui peut intervenir dans ces lieux comme la prison de Timan. Khiam, je ne veux pas comparer les traitements inhumains, mais avec tout ce qui se passe qu'on pratique actuellement dans cette prison israélienne, on peut dire que même pas au Moyen-Âge, il y a eu un recours à ces pratiques inhumaines systématiques contre les détenus. الزنازين كثير صعبة والتحقيق أصعب. لما كنت أكون يعني بغرفة التحقيق أتمنى أني أطلع على الزنزانة وتصير أكثر مكان عفن ووسخ بالحياة أنت بتصير تتمنى تروح عليه عشان ترتاح فيه. خلال التحقيق معي اللي استمر مدة 45 يوم تم استخدام أساليب مختلفة، منها ضغط جسدي للضغط النفسي للضغط الاجتماعي. كان التحقيق المتواصل من 8 ساعات في اليوم ل20 ساعة. فكانوا يسمعوني أصوات شباب وهم بتحققوا معهم تحقيق عسكري، يعني أصوات صراخهم والضرب. في مرات إنه يوصل لمرحلة إنه تحرش بشكل واضح. لما مثلا كان في محقق كان يقعد، أنا أكون على الكرسي قاعدة ومكلبشة لورا، إيدي لورا ورجلي مكلبشين بالكرسي، يجي يقعد يفتح رجلي مباشرة، يعني الطاولة كثير قريبة مني، يفتح رجلي وبلش يتغزل في. أول ما يوصلوا مثلا على السجن بعطوهم مسكنات كثير ومهدئات، بعدين بصير إنه خلص يقطعوا، بصير يحكوا إنه مثلا هذا الدواء مش متوفر، فالبنات بعد ما تعودوا على هذا الدواء بيقطعوه عليهم وما بيعالجوهم. من كل هذا العذاب إحنا بالآخر عن جد بنطلع أقوى. Madame Soha Béchara, vous avez été donc emprisonnée pendant 10 années dans ce centre de détention de Khiam sans jamais être jugée. Vous avez été torturée sans relâche. Vous serez libérée après 10 ans d'emprisonnement, dont 6 en isolement total. Vous expliquiez dans l'un de vos entretiens que ce qui vous poussait dans votre engagement, c'était la lutte des Palestiniens qui aurait motivé ou poussé votre engagement, Madame Soha Béchara. Ce qui a poussé mon engagement, c'est la peur de devenir un deuxième Palestinien éparpillé dans les 4 coins du monde. Parce que la Déclaration des droits humains et la 4e Convention de Genève et tout ce que cet Occident prétend, malheureusement, s'arrête au moment où tu portes un passeport qui n'est pas les leurs. Donc, être
dépossédé de ton identité, dépossédé de ton pays, effectivement, ça a généré chez moi, en tout cas, une peur qui m'a poussé de s'engager dans la résistance contre cette occupation israélienne. Voyez-vous aujourd'hui cette peur, celle que vous aviez vécue à l'époque, à travers des témoignages des Palestiniens qui sont arrêtés par cette armée d'occupation, qui sont emprisonnés sans jugement, sans risque de représailles pour ceux qui opèrent ces arrestations, Madame Soha Béchara? La politique d'impunité absolue dont Israël se réjouit depuis 1948, la question de la détention dans les prisons israéliennes, c'est pas une question qui est légère, la question de la détention des prisonniers palestiniens. C'est une question qui devrait être à l'échelle universelle, défendue à l'échelle universelle. C'est pas 1 millier, c'est pas des dizaines de milliers, c'est plus que 800 000 détenus palestiniens ont connu la prison d'une manière directe. Donc, combien de prisonniers, combien de Palestiniens, sans parler de Gaza, cette prison à ciel ouvert. Et encore, je ne sais pas si je peux appeler à ciel ouvert, puisque même le ciel ne nous appartient pas. Ça appartient à tous les avions de chasse israéliennes, américaines, occidentaux, tout ce qu'on veut. Toute la machine de tuerie et de guerre, elle est là pour étouffer quelqu'un qui est déjà en prison. Donc cette politique de prison et cette politique systématique qui était menée par Israël depuis 1948, c'est ce que nous a emmenés à cette situation actuelle où on est. Madame Soha Béchara, quand vous parlez des prisons, évidemment, vous en parlez en connaissance de cause. Je le disais en début de cet entretien, vous avez été torturée sans relâche et en isolement pendant 6 ans dans le centre de détention de Khiab. C'est un centre auquel n'avaient pas accès les organisations humanitaires telles que la Croix-Rouge, par exemple, comme cela est le cas aujourd'hui. Est-ce qu'il s'agit de scénarios qui se répètent? Comment le vivez-vous? Comment le voyez-vous? Ça réveille pas seulement l'histoire de cette résistance qu'on a menée à raison contre tout un projet colonial. Et ça me rappelle vraiment l'Algérie. On est sur une chaîne algérienne. L'Algérie, c'était un combat pas de 10 ans ni 20 ans. C'est un combat qui a coûté cher. C'est le pays de 1 million de martyrs. C'est le pays qui a connu la torture dans les prisons par le colonialisme français. Je pense que ce qu'on vit actuellement, ce que les Palestiniens vivent actuellement, ça nous fait revivre tout ce que a vécu l'Algérie face au colonialisme. Il n'y a qu'une seule solution. Une seule solution à tout ce qu'on vit. C'est la fin de l'occupation israélienne. Vous savez, les Palestiniens, ils ont mené toutes sortes de combats. Toutes sortes de combats. Avant d'arriver à la résistance armée, on a mené l'intifada des pierres. L'occupant, c'est à lui de choisir le moyen par lequel il va finir son occupation. Mais malheureusement, jamais un tyran apprend de l'histoire. Comment jugez-vous la résistance libanaise contre l'occupation en guise de soutien à la Palestine aujourd'hui, Madame Soha Béchara? C'est sûr, il y a beaucoup de divisions sur cette histoire. Est-ce qu'on aurait dû être solidaire? Est-ce que les Libanais auraient dû se lever contre la barbarie et contre le génocide perpétré par l'occupation israélienne en Palestine? À mon avis, c'est le minimum. C'est le minimum de dire non à la barbarie. C'est le minimum de dire non à ce génocide. Et on devrait apprendre à nos enfants et au monde entier de se lever et de refuser
c'est le minimum, de refuser un génocide qui est en train de se commettre sous nos yeux. Se taire signifie être complice. Deuxième chose, on veut ou on veut pas, le Liban fait partie du projet du sionisme et si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Donc la politique israélienne qui était menée à Gaza, par la suite en Cisjordanie, allait venir tôt ou tard au Liban. Madame Soha Béchara, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, madame. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Depuis octobre 2023, la croissance des colonies en Cisjordanie occupée s'est accélérée. Les extrémistes du gouvernement sioniste se vantent que ces changements empêcheront la création d'un État palestinien indépendant. Entre le 7 octobre et août 2024, 589 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie. Au moins 570 l'ont été par les forces d'occupation et au moins 11 par des colons, indique l'ONU. Tout le magasin a été détruit. Les colons l'ont incendié pendant que l'armée regardait sans rien faire. Il y avait plus de 200 colons. Ils ont tous pris d'assaut les magasins. Ils ne se sont pas contentés d'y mettre le feu, ils ont tout détruit. Et ce n'est pas seulement moi qui ai été touché, tout le monde ici a souffert. En juillet dernier, la plus haute juridiction des Nations Unies a jugé pour la première fois que l'occupation de la Cisjordanie, y compris El-Quds Est, était illégale, rajoutant que l'entité devait cesser toute activité de colonisation et se retirer de la Cisjordanie. Avec nous à partir de la Cisjordanie, Monsieur Abdel Fattah Abou Srour, vous êtes directeur du centre Al-Rawda. Monsieur Abdel Fattah Abou Srour, avec vous nous allons évoquer la situation en Cisjordanie. Nous allons commencer par, bien sûr, aborder cette question qui est d'actualité, à savoir la recrudescence des agressions des colons en Cisjordanie. Monsieur Abdel Fattah Abou Srour. Depuis l'attaque sur Gaza après le 7 octobre 2023, il y avait une remontée d'agression partout en Cisjordanie, spécialement par les colons, attaquant les villageois, les gens, brûler des champs, confisquer des terrains et annexer des régions. Puis, après le cessez-le-feu et la joie que les gens sentaient qu'il y aura un cessez-le-feu, que les gens puissent revenir chez eux. Il y avait une concentration sur les attaques massives dans la Cisjordanie, essentiellement sur les camps de réfugiés palestiniens dans les différentes régions, mettre des barrières et des barrages et des checkpoints, environ 900 checkpoints dans les différentes villes, villages de la Cisjordanie, interdisant le mouvement entre les villes et même parfois à l'intérieur de même gouvernorat, comme Bethléem, entouré de 65 checkpoints et barrières par exemple. Mais les attaques massives où ils ont déterré la terre, agressé les populations et bombardé des maisons et des infrastructures et forcément déplacer les populations et même faire parler haut-parleurs des mosquées dans certaines villes comme à Nour Shams dans le camp de réfugiés de Tulkarem, Al-Far'a dans la région de Tobas dans le vallée de Jourdain pratiquement, des déplacements forcés de plus de 40 000 Palestiniens, soit dans les champs où il y avait des tentes ou chez des amis, chez des familles, etc., qui sont accueillis. Il y a un mouvement aussi dans les différentes villes de la Cisjordanie pour venir en aide à ces nouveaux réfugiés qui sont maintenant réfugiés pour la 3e ou 4e fois depuis ces différentes destructions massives des maisons, des martyrs tous les jours pratiquement. Monsieur Abdel Fattah Abou Srour, en 2024, le nombre de colons en Cisjordanie a atteint les 500 000 personnes. Les attaques des colons, précisons-le à nos auditeurs, sont antérieures au 7 octobre. Le mouvement des colons est bien organisé depuis plusieurs années. Ils mettent Gaza essentiellement comme si c'est un lieu à prendre et à vendre. Ils ont commencé à faire des plans des lieux stratégiques de Gaza, comment les colonies vont être constituées, les spas, des différentes régions touristiques, etc. Et que les gens achetaient leurs terrains déjà à Gaza, comme aussi au Liban, d'ailleurs, quand il y avait l'attaque sur le Liban.
Mais ici, en Cisjordanie essentiellement, il y a plus de 800 000 colons actuellement dans les différentes villes de la Cisjordanie, dans les différentes régions qui contrôlent pratiquement toutes les routes. Les attaques dans la nuit, essentiellement masquées, qui brûlent les champs, les maisons, qui attaquent, brûlent les voitures, qui attaquent les gens, qui menacent à mort. À Bethléem, comme ailleurs, ils ont ouvert des routes pour faciliter l'arrivage dans les différentes colonies sur les collines. Ils ont annoncé des régions comme régions vertes pour confisquer les terrains. Ça, c'est le gouvernement israélien qui les passe après pour les colons, ou des régions pour les sécurités, confisquent des régions pour la sécurité. Et puis, ils ont volé des récoltes palestiniennes. Ils ont attaqué les gens pendant la saison des olives, etc. Ils ont empoisonné des puits. Bien sûr, ils participent parfois, même dans l'uniforme de l'armée israélienne, pour attaquer les maisons. Donc, c'est massivement pris partout dans ce mouvement extrémiste terrorisant les populations, comme l'armée d'occupation israélienne composée aussi des mercenaires qui ont attaqué les maisons de Gaza. Ils ont volé ce qu'ils ont pu prendre avec eux. Monsieur Abdel Fattah Abou Srour, je rappelle que vous êtes directeur du centre Rawad dans le camp de réfugiés palestiniens Rawad. Monsieur Abdel Fattah Abou Srour, comment jugez-vous la riposte de l'autorité palestinienne? Il y a un mouvement au niveau politique de l'autorité palestinienne, mais qui reste inférieur à toutes les attentes du peuple palestinien. Et la communauté internationale, malheureusement, ne répond pas à ces agressions de l'occupation israélienne. L'enfermement, le blocage de la Cisjordanie, l'impossibilité des gens pour travailler et gagner leur vie. Il y a un manque de moyens pour que les gens puissent vivre dans la dignité, puissent couvrir leurs frais des médicaments ou de loyer ou des dépenses pour les étudiants à l'université, etc., pour couvrir leurs frais de scolarité. Il y a un chômage qui dépasse les 90% dans les forces ouvrières de la population palestinienne. Il y a impossibilité pour que les paysannes arrivent à leurs champs, cultiver leurs produits et circuler librement. Il y a un manque de moyens par rapport aux choses essentielles. Et après l'arrêt de travail de l'UNRWA à Jérusalem et la fermeture de ces quartiers, le départ forcé de tous les ouvriers internationaux de l'UNRWA. L'UNRWA était le plus grand employeur des réfugiés palestiniens en Cisjordanie comme à Gaza. Environ 13 000 Palestiniens qui travaillaient à l'UNRWA par rapport à tous ces organismes internationaux, tandis que tous les autres organismes internationaux, les travailleurs palestiniens ne dépassent pas les 200 personnes. Même avec les internationaux. La vie est presque arrêtée au niveau économique et politique. Il n'y a pas de raison politique par rapport à une solution. Avec le silence ou les vacarmes de la communauté internationale devant ce que Trump propose, comme si la Palestine est à vendre et que c'est lui le marchand qui va prendre tout, mais gratuitement. On n'a que Allah, Inch'Allah, et la volonté des gens libres pour faire face à ces épreuves. Monsieur Abdel Fattah Abou Srour, pour faire oublier la libération de prisonniers palestiniens, ils étaient 114 samedi dernier, précisons-le, reçus par des citoyens palestiniens brandissant des drapeaux ou le drapeau palestinien. Pour faire oublier cela, les forces d'occupation mènent une campagne d'arrestation en Cisjordanie, j'allais dire, sans précédent. La libération des Palestiniens dans ces échanges a été un moment magique. Mais malheureusement, il y a toujours des jeux de l'occupation pour casser la joie des gens, interdire toute possibilité de joie des familles, des célébrations d'accueil, etc. Et des menaces pour réarrêter ces gens s'ils montrent une joie de célébration pour la libération des prisonniers. La voix de ces Palestiniens sortir comme des ghosts, comme fantômes, amaigris par la torture et par toute la folie israélienne, de priver les Palestiniens de manger, etc., c'était pas suffisant. Ils veulent aussi casser la connexion avec la famille, avec le pays, avec l'histoire, etc. Ils ont bien sûr attaqué différentes régions pour interdire toute possibilité que les gens puissent avoir la joie d'accueillir ces prisonniers comme ils méritent. Mais aussi, toujours en cachette ou même déclaré, ils disent que la guerre va continuer,
et que cet accord n'est pas final. Et on voit comment on joue avec cette libération et ces menaces pour que si les prisonniers tous ne sont pas libérés samedi midi, c'est l'enfer. Comme si on n'avait pas déjà vécu l'enfer depuis bientôt 77 ans d'occupation. Monsieur Abdel Fattah Abou Srour, merci infiniment d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur du centre Ar-Rouad dans le camp de réfugiés palestiniens Ar-Rouad. Merci beaucoup, monsieur. Ar-Rouad est un camp de réfugiés en Cisjordanie, précisément. Ont participé à ce programme Abdel Fattah Abou Srour, directeur du centre Ar-Rouad en Cisjordanie. Souha Bishara, militante libanaise, auteure de l'ouvrage Résistante. Hossein Haj Hassan, député, membre du bureau politique du Hezbollah. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Samiha Heli. Mrim Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 17h. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.